Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Bayer Media Développement et Ligatus, avec pour partenaires médias CB News, Redcard et le CPA, Collectif de la Performance et de l'Acquisition. Sans oublier notre partenaire opérationnel, Smile Wanted. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Fraude dans l'écosystème programmatique, on en parle? Selon la WFA, World Federation of Advertisers, la fraude publicitaire concerne déjà 10 à 30% des investissements publicitaires dans le monde et pourrait d'ici 7 ans atteindre les 50 milliards de dollars. Certaines études considèrent que la fraude en matière de publicité digitale serait aujourd'hui l'activité illégale la plus lucrative du monde après la drogue. Il y a donc urgence pour éradiquer un fléau qui ne touche pas uniquement les acteurs de la publicité digitale, mais aussi tout l'écosystème des acteurs économiques officiant sur Internet. Sans oublier les utilisateurs, bien entendu. Pour en discuter, Romain Bellion d'Adlux, Christophe Bosquet d'Efinity, Christophe Danet de Digital Makers, Merav Grieger de Bird & Bird. Bonjour à tous, bienvenue sur The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui ne concerne pas seulement l'industrie publicitaire, mais j'allais dire l'ensemble des acteurs économiques qui officient sur Internet, à savoir la fraude. Pour commencer, une première question. Quand on parle de fraude au sein de l'écosystème publicitaire programmatique, de quoi parle-t-on? Et je vais te poser la question à toi, Romain, en premier. Bonjour, merci. De quoi on parle? On parle de sociétés, d'entités qui vont s'organiser pour détourner les revenus publicitaires, les investissements publicitaires digitaux des annonceurs. Dans tout ce qui est programmatique, on est sur un écosystème qui est assez vaste et assez riche. Et donc, ces entités, on va même jusqu'à des sociétés, j'en ai rencontré quelques-unes par le passé, vont s'organiser pour créer, monter des inventaires factices qui vont mettre à disposition via des SSP sur les places de marché. Et les annonceurs, via leurs acheteurs ou en direct, vont se retrouver malheureusement à bider sur ces inventaires factices. Merci Romain. Christophe d'Efinity. Nous avons deux Christophe. Alors je vous préviens, pour ceux qui nous regardent, je dirais Christophe d'Efinity ou Christophe de Digital Makers. Christophe d'Efinity. Bonjour à tous. Au niveau de la fraude, comme le disait Romain, il y a en effet cette face de la fraude sur la création d'écosystèmes, de faux écosystèmes pour diffuser la publicité. Mais après, il y a également d'autres manières. Il va y avoir d'autres phases de fraude qui vont être autour de l'altération d'attribution de certains acteurs qui vont s'attribuer des résultats de campagnes publicitaires, même si c'est d'autres qui en sont responsables. Donc c'est un moyen de pouvoir augmenter ses propres budgets en altérant ce qu'on va appeler l'altération de tracking et de règles d'attribution. Et on va avoir également d'autres phases qui vont être autour de l'altération de ciblage, donc de vendre à un annonceur un ciblage et en réalité d'aller chercher d'autres cibles qui sont beaucoup moins coûteuses, donc soit des cibles géographiques, donc aller vendre une audience en Europe et puis en réalité d'aller afficher les publicités ou générer du trafic à partir de pays plus exotiques qui sont moins coûteux, ou aller vendre des profils qui vont être par rapport des sexes ou par rapport à des tranches d'âge et puis en réalité d'aller sur d'autres profils. Donc ça c'est aussi une autre façon de frauder, donc on est soit sur des modes piratage comme le disait Romain ou soit également sur des mises en pratique qui sont là réellement délibérées de la part d'intermédiaires qui ne correspondent pas aux demandes des annonceurs. Merci Christophe. Christophe de Digital Makers. Alors pour compléter ce que mes camarades viennent de dire, il y a un sujet sur lequel je voulais revenir qui était souvent on considère la visibilité comme un élément de la fraude, ce qui n'est pas tout à fait vrai dans l'absolu, puisque le fait de ne pas mesurer correctement un format publicitaire n'est pas forcément lié à une mécanique de fraude. Donc ça, c'est le premier point. Mais on peut retrouver effectivement de la fraude à la donnée, de la fraude dans la logistique, puisqu'en fait, tout ça, c'est généré par des bots, puisque c'est souvent une automatisation. Robots, exactement. Et ces bots sont légion et s'introduisent à peu près partout là où ils peuvent, dans la moindre interstice, la moindre faille aujourd'hui. Ils viennent corrompre un petit peu la mécanique
Et souvent, on va corrompre cette mécanique sur des sujets qui sont liés à un investissement qui est plutôt en croissance. On voit que le marché français ou le digital dans sa globalité est un marché qui croît fortement. Donc plus le risque de fraude est plus avéré sur des volumes importants, d'accord, ou sur des CPM plus élevés, notamment sur la vidéo ou ce genre de choses. Donc dès qu'il y aura de la valeur, là, on peut être sûr que la logique de fraude va rentrer dans la mécanique de départ. Merci Christophe. Merav, tu es la représentante du droit ici. Oh. Alors, de ton point de vue, de quoi on parle quand on évoque la fraude au sein de l'écosystème publicitaire? Alors moi, je ne suis pas technicienne, donc je ne vais pas pouvoir vous dire de quoi on parle. En revanche, je vais observer qu'on en parle. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup, c'est remarquable, parce que la fraude, elle touche tous les secteurs d'activité, que ce soit la finance, mais notamment pour comparer le secteur des opérateurs télécoms ou autres opérateurs techniques dans d'autres secteurs d'activité. C'est tabou, la fraude. On communique davantage sur ses performances. Donc on a un secteur de la publicité en ligne qui à la fois communique sur ses performances, vend ses performances, et de l'autre côté communique plutôt facilement sur les nombreuses fraudes dont ils sont victimes. Alors c'est d'autant plus vrai qu'un chiffre de 50 milliards de dollars circule sur le fait que cette somme représente le niveau de fraude, et que si cela continue dans quelques années, ce type de fraude sera en seconde position après le trafic de drogue. Oui. Donc c'est pour dire qu'effectivement ça suscite pas mal de littérature. Oui, tu voulais ajouter quelque chose sur les chiffres, c'est assez difficile. Il y a des chiffres, la WFA il y a 2 ans avait fait... ce sont ces chiffres-là. On parlait même de 150 milliards, mais je pense que c'est un peu à l'horizon 2025. Là, il y a quelques études qui sortent sur le marché américain. On est plutôt à 2022 aux alentours de 44 milliards, ce qui est déjà colossal entre nous sur le sujet. Donc c'est vrai que sur les chiffres, il faut s'en méfier, parce que la difficulté, c'est qu'il y a ce que l'on voit, ce dont on parle, et ce que l'on ne voit pas. Et tous les jours, on découvre des systèmes et des mécaniques. Donc en fait, il faut imaginer qu'aujourd'hui, les fameux hackers, les pirates aujourd'hui qui investissent ou qui blanchissent l'argent qui vient des différents univers, utilisent des méthodes qui sont aussi élaborées, si ce n'est plus élaborées que les mécaniques qu'on utilise aujourd'hui en achat programmatique sur le sujet. C'est intéressant ce que dit Christophe. Romain. Si on mélange tout et qu'on prend tout, les mauvaises pratiques que tu décrivais sur le géotargeting, sur les problèmes d'audience, mettre plein de pubs en bas d'une page, avoir vraiment un écosystème de fraudeurs organisés de manière technologique avec des ingénieurs comme je le décrivais, comme tu l'expliquais. Si on met tout bout à bout, je pense qu'on est même au-delà de ce chiffre-là en fait. Si tu mets les mauvaises pratiques d'un petit publisher qui va mettre un auto-refresh à 3 secondes sur ses pages forum et du fraudeur qui est dans un bureau avec 20 ingénieurs à Moscou, et je dis Moscou parce que j'en reviens, et qui vont s'organiser à faire tourner en mettant des adwares partout, tu vas avoir un chiffre assez conséquent. Mais ce qu'il faut, c'est essayer de siloter tout ça et d'adresser chacun des problèmes, en fait. Et il y en a beaucoup. Alors justement, puisque tu parles d'adresser ces différents problèmes et ces différents types de fraude, quelles sont aujourd'hui les solutions? On va commencer par la technique et ensuite par les solutions juridiques qui existent pour lutter et non pas seulement constater. Christophe Definiti. Alors les solutions, il y a quand même des outils de constat qui sont à mettre en place pour pouvoir décider et arbitrer. C'est d'avoir des outils d'analyse qui vont être là pour surveiller tout ce qui va être donc, la visibilité des campagnes publicitaires, donc la visibilité des bannières, la visibilité des vidéos, d'aller surveiller la réalité du trafic, d'aller faire des analyses d'audience sur des choses toutes bêtes, mais qui sont souvent pas mises en place, analyser l'audience qui a été exposée à la bannière avec l'audience qui a fait du clic. Ouais. Et des fois, on se rend compte que c'est pas la même audience. C'est un peu gênant, mais sauf que ça montre bien qu'on expose une bannière à des gens et on expose le trafic à d'autres personnes. Donc tout ça, c'est des solutions à mettre en place pour pouvoir mieux analyser. Et après, derrière, c'est de pouvoir arbitrer et de pouvoir s'organiser en mode que les gens qui analysent soient différents des personnes qui émettent les demandes. C'est-à-dire que quand on regarde les places dans les banques à l'époque, donc ça remonte maintenant à pas mal d'années, les personnes qui faisaient l'analyse des résultats des placements des banques étaient différents des personnes qui plaçaient l'argent. Oui.
Aujourd'hui, souvent, chez les agences ou chez les annonceurs, c'est les mêmes personnes qui vont faire l'ordre d'émission de campagne et puis l'analyse des résultats des campagnes. Et c'est là où c'est différent. De tiers de confiance. Oui, c'est ça. Alors, soit en interne, hein, parce que c'est pas forcément de l'externe, c'est pas forcément toujours prendre des prestataires. Ça peut être aussi en interne, mais en tout cas d'avoir une vraie séparation dans l'organe de contrôle. De la même manière, quand on fait des achats, il y a des séparations dans les organes de contrôle entre est-ce que c'est un investissement qui est efficace et la personne qui a émis réellement la demande et qui suit la campagne. Donc déjà, c'est des choses dans la méthodologie. On n'est pas forcément dans des réponses techniques, mais qui peuvent être aussi dans des réponses méthodologiques à mettre en œuvre. Merci Christophe. Romain. Ouais, la première chose, c'est de sur les solutions techniques. Standardiser. Pas seulement constater. J'insiste sur le pas seulement constater. Hein. Ouais. La première chose, je suis désolé, je vais revenir sur le constat et la mesure, puisque la mesure te permet après d'optimiser. Et l'optimisation, c'est comme ça qu'on essaie de dégager tout ce qui est inefficient. La première chose, c'est standardiser les moyens de diffusion. On parlait de CPM élevé, CPM à risque sur la vidéo. Pourquoi CPM élevé, CPM à risque sur la vidéo particulièrement? Parce que la manière de diffuser la vidéo n'est pas standardisée et donc n'est pas mesurable de la même manière. Et donc, tant qu'on ne force pas les publishers à adopter tous le même protocole de diffusion, on ne peut pas les mesurer de la même manière, avec la même efficacité. Si tu as 25% des publishers qui utilisent des protocoles qui ne sont pas mesurables, là, tu vas avoir sur des CPM élevés de la fraude facile à mettre en place. Ça, c'est la première chose. Et je ne parle même pas de l'INAP, c'est une catastrophe. Il y a l'OpenSDK qui est pas assez utilisé ou qui n'est pas utilisé. Il y en a, on peut utiliser une techno basée sur du pixel qui ne sert à rien, d'autres sur de l'Emred qui ne sert à rien, d'autres sur du JS potentiellement. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Technique, hein, mais ce qu'il faut, c'est vraiment, en fait, ce que je veux dire, c'est standardiser. Il y a des standards quand même. Il existe. Oui, mais ils ne sont pas appliqués. Ils ne sont pas appliqués. Ça, je te rejoins sur ce point, je puisque rajouterai ceux qui doivent pousser ça, c'est ceux qui ont l'argent, c'est les annonceurs. Et comme ils ne veulent pas rentrer dans ces détails-là, parce que c'est quand même pas très rigolo, ça ne vient pas d'en haut, c'est pas poussé, et donc c'est pas standardisé. Donc il y a des standards, mais qui ne sont pas appliqués. Donc ça, c'est la première chose. Donc appliquons des standards de diffusion sur les protocoles pour pouvoir mesurer tout, pareil, de la même manière, de manière efficiente. Première chose. Et deuxième chose, c'est optimiser tout ce qui est flux en programmatique avant la bid request, et là mettre des filtres en place au niveau du SSP, du DSP, et des filtres sur la qualité du trafic. Tu penses à quel type de filtre? C'est un utilisateur qui génère 1000 bid requests par jour, c'est quand même pas compliqué à retirer du marché. C'est des choses toutes bêtes, basées sur la fréquence d'utilisateur, sur le temps passé sur la page, sur le user agent. L'utilisateur qui fait 100 répétitions par jour avec un Chrome 25, c'est des règles toutes bêtes à mettre dans les filtres de ces places de marché programmatiques. Et donc ça c'est vraiment quelque chose qui est efficace. Et la dernière chose, c'est les programmes de refund qui commencent à exister sur les DSP. Donc les DSP, les outils d'achat en programmatique. Quand des outils tiers viennent filtrer de la fraude ou du trafic invalide de mauvaises pratiques, ce qui se passe, c'est que le DSP s'engage à recréditer l'annonceur ou le trading desk. Et donc du coup, le publisher derrière, le publisher, celui qui est fraudeur ou qui a mis en place des mauvaises pratiques, il ne touche pas l'argent. Et quand on ne touche pas l'argent, quand on touche au porte-monnaie, c'est efficace. C'est la sanction. C'est la sanction, bim. Merci Romain. Christophe, et ensuite je te laisse la parole, Merab, sur les solutions juridiques. Je vais être très bref, parce que je rebondis ce que disait Romain, parce qu'en fait, les standards, il y en a qui existent, même le protocole l'IAB sur, par exemple, ce qu'on appelle le domain spoofing, c'est-à-dire l'usurpation du nom de domaine, c'est-à-dire on se fait passer pour un autre site, sur un site qui a pignon sur rue, et pour récupérer le flux en mode programmatique. C'était un des fléaux, un des gros fléaux depuis 2016 avec les Medbot et compagnie. C'était principalement ça. Donc, a vu apparaître un standard qui s'appelle ads.txt, qui consistait et qui joue dans la logique de la transparence. C'est-à-dire, à un moment donné, on va identifier quels sont les différents acteurs de l'intermédiation dans la chaîne programmatique. Ça fait 2 ans. Aujourd'hui, à date, selon certaines sources, mais on est sur 41% des sites dans le monde qui ont déjà mis en place le ads.txt. 41% seulement. Ça fait 2 ans que le protocole existe. Alors certes, il n'est pas fiable. Parce qu'en plus, dernièrement, sur fin d'année, certaines sociétés du marché ont constaté qu'il y avait de la fraude sur ads.txt. Alors justement, on faisait du scrapping, c'est-à-dire on allait absorber le site en question avec le ads.txt pour refaire un répliquant en mode programmatique. Et si le trader n'est pas averti de ces pratiques-là,
forcément, même en ayant tout l'écosystème bien comme il faut, même en ayant, il passe à côté. Donc on voit qu'aujourd'hui, on est dans une surenchère et dans une course sans fin entre des techniques qui s'empilent les unes dans les autres. Donc c'est le chat et la souris, et puis on va mettre toujours une surcouche technologique standard, pour répondre. Je reviendrai juste sur un point. Standard, je trouve que, et ça répondra sur ta deuxième question sur la partie sanction, je trouve qu'on est dans l'élaboration de standards, mais on n'est pas très, je dirais, gendarme sur le sujet, c'est-à-dire qu'on n'oblige pas les acteurs à mettre en application ça. Les DSP, SSP utilisent add.txt, ce genre de choses, ça c'est clair. Mais ça ne va pas assez loin. Alors, ça va pas assez loin. Alors justement, puisque tu parles de gendarme, parlons à une représentante du droit, comme je disais tout à l'heure. Non, j'ai dit du droit. Gendarmerie nationale. J'ai dit une représentante. Une représentante du droit qui côtoie parfois les gendarmes et qui discute avec eux. Est-ce qu'il y a des réflexions en cours sur cette fameuse lutte? Michel, je vais me permettre de refuser ce rôle de représentante du droit. On va couper. Je ne suis pas la loi, mais non, si, on le garde, mais c'est intéressant. Parce que souvent, les clients nous voient comme ça et c'est ainsi qu'on me dit, vous et votre RGPD, non, c'est pas le mien. Je ne représente ni e-privacy, ni le RGPD. En revanche, on compose avec le droit. Et on observe, et comme on est dans des secteurs qui sont en plein développement, émancipation, et on fait avec ce qu'on a en termes de réglementation, et effectivement, on critique et on essaie de développer. Donc au cabinet Bird & Bird, on a beaucoup de réflexions sur les sujets de cybersécurité. Il n'y a pas un code de la cybersécurité. Et de, bien sûr, toutes les cyberfraudes. On travaille aussi bien avec le secteur de l'énergie sur les fraudes qu'avec le secteur des télécoms, et maintenant avec le secteur après... nous être évertués à les mettre en conformité, tout le secteur programmatique, etc., au RGPD. Maintenant, on travaille sur les sujets de fraude et de cybersécurité. Autant vous dire qu'on constate qu'on est dans un secteur, mais en pleine expansion, très performant, et en même temps, peu mature. Quand tu dis un secteur en pleine expansion et performant, c'est-à-dire le business de la cybersécurité? Non, le business programmatique. D'accord. Voilà. Mais cybersécurité, non, c'est encore trop éparpillé comme approche. Et pourtant, on s'efforce de donner une vision un peu plus complète et globale du sujet. Mais pour revenir à notre sujet d'aujourd'hui, il est extrêmement performant et en même temps immature. Il est extrêmement développé avec une avance. On voit bien que toute la partie publicitaire est encore plus développée techniquement que toute la partie contenu. Que voilà, même les publishers sont devenus beaucoup plus performants en publicité en ligne qu'en développement de contenu. C'est une petite critique, mais bon. Voilà, ou d'animation du contenu. J'adore. Non, mais ça, c'est clair, c'est clair. Mais en parallèle, immature. Et cette immaturité montre la faiblesse de ce secteur face aux fraudes. Donc j'ai envie de dire, ils ne l'ont pas vu passer et maintenant ils en souffrent. Et effectivement, ces standards qui existent, qui ne sont pas suffisants. Moi, je n'ai pas la solution en termes de standards. Mais on compare avec les autres secteurs, avec les autres domaines d'activité qui ont eux aussi souffert et on transpose. Alors, on a vu se développer toutes les normes ISO. Voilà, c'est ce type de standard qu'on attend dans votre secteur d'activité. Mais on n'a pas les mêmes pratiques, on parle de transparence. Désolé de t'interrompre, on est sur un secteur d'activité mondialisé. Et mondialisé, bien entendu. Donc, le ISO, je ne sais pas si c'est une norme mondialisée ou pas. Le Digital Trust qui est une première étape dans la certification, qui ne gère pas tout à fait la partie fraude. L'intérêt de la certification, c'est quoi? Ou de la standardisation, c'est gagner la confiance. Donc je pense que gagner la confiance, c'est une préoccupation internationale qui dépasse tous les... Et c'est la base du business, nous sommes les d'accord. frontières. Cela dit, je pose encore la question, on est sur quelque chose un phénomène mondialisé. Ce sont plutôt des acteurs privés, les opérateurs économiques qui prennent des initiatives. C'est peut-être un peu illusoire ce que je veux dire, mais quid des États derrière? Parce qu'il y a une réglementation sur la protection des données, mais quid d'une protection de la diffusion, qu'elle soit publicitaire ou pas? Alors, on parlait tout à l'heure, dans une émission précédente, des fake ads, voire fake news par rapport au native advertising. Quid justement d'une réglementation de cette diffusion publicitaire, ou en tout cas une réglementation pour contrer la fraude publicitaire, en allant sur le porte-monnaie. Pardon, excuse-moi. Je vais complexifier un peu aussi l'état
du droit, c'est qu'on va avoir des lois et des textes nationaux qui vont avoir aussi une portée extraterritoriale de fait, parce que quand on touche à la publicité, alors on a parlé tout à l'heure des détournement de fonds, on parle aussi d'usurpation, d'identité numérique. Quand on touche à l'adresse IP d'une personne, qu'il s'agit d'une personne physique ou morale, c'est de l'usurpation d'identité numérique. Quand on s'introduit ou qu'on utilise des données de manière non autorisée ou qu'on s'introduit dans un système d'information, c'est une juxtaposition de législation nationale, mais qui en plus vont s'appliquer potentiellement à tout le monde, à tout le secteur, potentiellement. Hein. Je ne vais pas entrer dans les détails. Donc on souffre d'une réglementation qui n'est pas adaptée. Je pense que la régulation, c'est ce vers quoi on va s'orienter, parce que le droit admet aujourd'hui ses limites aussi. Et peut-être une approche juridique très opérationnelle que je conseillerais, c'est se regrouper en groupement d'intérêts économiques. C'est ce qu'ont fait le secteur de l'énergie, le secteur notamment des télécoms, pour partager cette fois-ci des informations. Alors certes, on est dans des secteurs extrêmement concurrentiels. On ne veut pas dire ce qu'on fait. Eux ont réussi, hein. Ils ne disent pas ce qu'ils font. En revanche, sur les fraudes, ils sont moins nombreux, mais quand même. Dans l'énergie, peut-être pas autant que dans le secteur des télécoms, mais les télécoms, c'est beaucoup d'opérateurs, des petits, des grands. On reconnaît que les grands, on a l'équivalent des GAFAM, mais après, il y a énormément de petits opérateurs. Et en tout cas, servir d'exemple, faire un démarrage de partage d'informations sur les phénomènes de fraude et voir comment on peut créer un autre dispositif, une autre plateforme qui permettrait de se donner des alertes sur telle et telle fraude. Alors, c'est aussi d'autres chantiers. Ça existe. Alors, ça existe aux États-Unis, puisqu'on a une association qui s'appelle TAG, qui est Trust Falsely Accountability Group, qui va auditer assez en profondeur. En fait, eux, ils sont directement en connexion. Donc, c'est un regroupement de l'interprofession. C'est aussi bien des agences, des médias, des éditeurs, qui sont audités tant sur les malwares que sur les malversations financières. Hein. Donc, on est vraiment... Ils sont directement connectés aux États-Unis au FBI et saisissent le FBI là-dessus. Juste parenthèse, par rapport à ça, moi, dans mes précédents, quand j'étais dans le rôle d'administrateur de l'IAB, j'ai souvent été en connexion avec la DCCRF ou l'autorité de la concurrence ou d'autres organismes là-dessus. Mais oui, bien sûr, ils sont conscients de ça. En revanche, c'est pas eux seuls qui peuvent résoudre le problème. Il faut que la profession s'organise beaucoup plus facilement dans un mode répressif, c'est-à-dire que dénoncer ou saisir les autorités compétentes en la matière pour dire, ben là, OK, et pour que ça fasse jurisprudence, je pense que c'est aussi un des aspects. Oui, mais alors, n'oublions pas quand même qu'on ne peut pas demander à ces régulateurs, contrôleurs, sanctionneurs, on ne peut pas leur reprocher aujourd'hui de ne pas agir parce que déjà, ils ne comprennent pas. Ah, d'accord. Il y a un aspect technique. D'accord, mais on le savait un petit peu oui, tous. Mais c'est peut-être là aussi où c'est compliqué. Voilà. Merci Merav, merci Christophe pour nous avoir éclairé sur cette notion de lutte et de solution pour lutter justement contre ces fraudes. Je vais juste reprendre un point que tu as évoqué tout à l'heure, Romain, sur la responsabilité d'un certain nombre d'acteurs. Tu as évoqué notamment la notion de standard qu'il fallait respecter. Et puis on a également évoqué la notion de mesure, comme tu le disais tout à l'heure, Christophe, de chez Affinity, sur le fait qu'il faudrait cloisonner entre ceux qui opèrent, entre guillemets, les achats et ceux qui mesurent ces mêmes résultats d'achat, ou en tout cas résultats de campagne. J'ai une question qui concerne cette fois-ci les annonceurs. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de schizophrénie de la part des annonceurs à, d'un côté, dénoncer la fraude, demander plus de transparence et en même temps consacrer l'essentiel de leurs investissements sur des plateformes publicitaires qui s'auto-mesurent? Qui veut répondre par rapport à cette observation-question? Très brièvement, Romain. Parce que je n'ai pas d'avis tranché là-dessus, il ne faut pas confondre transparence et fraude. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de transparence qu'il y a de la fraude. Mais la transparence est on va dire, un vivier intéressant pour pouvoir frauder. C'est une évidence, mais aujourd'hui, les grosses plateformes sociales, pour créer de la fraude et pour être victime de fraude, c'est beaucoup plus complexe d'accéder de rentrer dans ces walled gardens que sur l'écosystème du programmatique. Et encore une fois, quand on parle de l'écosystème du programmatique, on ne parle pas que France, on parle au niveau global. Bien parce qu'en sûr. France,
On a des places de marché privées avec des publishers qui sont identifiés, des gens qu'on connaît. Donc en France, c'est encore un marché un peu différent là-dessus. Donc je ne veux pas tout mélanger. Mais générer de la fraude sur les walled gardens, c'est quelque chose, je pense, de très particulier, très très difficile. C'est pas parce que je suis pas persuadé. Très difficile à constater ou très difficile à pratiquer. À pratiquer, tout simplement. Moi, je vois quand je me connecte de moins en moins aux plateformes sociales, mais ce que j'utilise aujourd'hui, c'est Twitter, par exemple. Quand on utilise 2-3 terminaux différents pour se connecter au même compte Twitter, il faut mettre le numéro de téléphone. Si ça change d'IP, ça va redemander une information. Dès qu'il y a quelque chose de louche, il y a un visuel assez marrant. Certes, au niveau de l'utilisateur, mais du côté publicitaire, quand tu as par 3 fois un acteur tel que Facebook qui dit « Ah, désolé, on s'est trompé sur… » Ils se sont trompés sur de la mesure. Ils sont trompés sur de la mesure. Ils sont trompés sur la mesure de performance. Je vois pas ça comme de la fraude. Non, mais c'est pour ça que je tiens à dire que ça les honore de l'avoir dit. Donc, mais rien n'empêcherait une autre plateforme sociale moins scrupuleuse que de pouvoir opérer de manière ça reste une fraude. Parce qu'ils vendent une performance, ça fait partie de l'offre et du contrat. Mais alors dans ce cas-là, on n'est plus sur 50 milliards ou 150 Mais bien sûr. On est sur 1000 milliards de dollars par an. On rentre dans les cas des mauvaises pratiques. Exactement, c'est pour ça que je vous parlais de vraiment distinguer. Quel est le périmètre de cette fraude? Alors, je suis pas là pour les protéger. On laisse Christophe définitivement parler et après Christophe de Digital Makers, tu pourras parler. Merci Christophe. Non, il y a quand même le côté, au-delà de, je suis d'accord avec Romain sur il ne faut pas mélanger transparence et fraude, mais il y a quand même un regard critique à avoir, de la même manière que j'évoquais tout à l'heure, avoir une séparation entre les organes de contrôle et les organes donneurs d'ordre, donc les personnes qui vont analyser les performances et les personnes qui vont mettre en place les demandes de campagne. Aujourd'hui, on se retrouve, donc sans forcément citer les GAFA, mais en tout cas, on se retrouve avec un cas où on va avoir des gens qui vont utiliser les outils de tableau de bord de ces mêmes acteurs et mettre des campagnes sur ces mêmes acteurs. Et donc on est quand même, on n'est même plus dans l'organe de contrôle interne. Là, on est vraiment, on est juge et partie, et il y a quand même quelque chose, même si je ne dis pas qu'il y a de la fraude. Je dis juste en termes dans un métier, et je reviens sur le côté immature du métier du digital, ça paraît aberrant. Tu reprends les mots de Merav sur l'immaturité. Oui. Moi, je parlerais même de reprendre un de tes mots, la confiance. Oui. C'est l'ensemble de l'écosystème publicitaire qui perd en crédibilité si, justement, les mastodontes, j'allais dire les leaders, eux-mêmes sont dans des situations enfin, on ne va pas dire de fraude, puisque même si juridiquement c'est discutable, mais en tout cas de constat que les mesures qu'ils peuvent faire ne sont pas forcément au niveau de la régularité attendue. Ouais. Christophe, chez Digital Makers. Je pense qu'il faut qu'on arrête totalement d'être candide, tant du côté des technos et des plateformes, puisqu'en fait, il suffit par exemple, en 2017, en Thaïlande, ils ont démantelé une ferme à clics où il y avait, je ne sais plus combien, 500 téléphones mobiles qui utilisaient plus de 400 000 cartes SIM différentes pour aller faire du clic, etc. Donc on voit bien que ça dépasse même le cadre des GAFA, et qui eux aussi sont victimes de fraude de clic, fraude à la performance, etc. Parfois, il ne faut pas forcément esprit, dans la mesure de la performance. Je pense que c'est plutôt des erreurs d'inadvertance, certes, qui coûtent cher pour les annonceurs. Mais il ne faut pas que les annonceurs soient candides sur le sujet. Ça, c'est le premier point. Donc, il faut vraiment qu'ils aient une vraie responsabilité dans l'engagement de l'ensemble des acteurs du marché et toute la chaîne de production. Quand on voit des acteurs se prononcer en disant je vais utiliser tel écosystème avec, par exemple, Digital Ad Trust, ça, c'est bien. Mais il faut qu'ils aillent jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire qu'ils exigent dès le brief, de manière effective, le pouvoir de contrôle. Parce que les audits, les agences en subissent en permanence, quotidiennement. Il y a des audits, des contrôles. Moi, quand j'étais en agence, j'étais contrôlé régulièrement de A jusqu'à Z sur les pratiques, sur le sujet. Après, il y a un aspect plus technique. Et c'est là où, en fait, les annonceurs regardent ça un peu plus loin. Donc, ils ont l'impression de, oula, c'est pas ma salade, moi, je veux des résultats. Mais il faut vraiment qu'ils se posent des vraies questions. Donc, c'est un engagement. C'est un engagement de valeur, j'allais dire presque moral sur le sujet. On est dans cette logique-là. C'est un engagement où, si on veut faire en sorte que la publicité soit, je dirais, safe, intéressante pour les internautes, je pense, aussi, il faut qu'à un moment donné, il y ait une vraie prise de conscience qu'on ne manipule pas les audiences, on ne manipule pas les chiffres,
et qui font en soi sévères. Donc il nous manque certainement un organisme de sanction qui soit plus dans la sanction. Une DEA de l'Internet, comme pour la drogue aux US. Ouais, mais tu vois, regarde en télé, tu as le CSA qui vient un peu contrôler ce qui est dit dans les contenus. Donc il y a des organes qui viennent un peu réguler. Là, aujourd'hui, la RPP fait son travail en amont, d'accord, ça c'est bien. En aval, on commence à voir des sujets. Moi, je serais intéressant de voir, par exemple, sur le Digital Health Trust, si aujourd'hui, on a 92 sites aujourd'hui qui sont en Digital Health Trust, est-ce que demain, il y en a qui peuvent perdre leur certif? Vraie question. C'est une question. Je pense pas qu'on aura la réponse aujourd'hui. Non. Mais par contre, Prochain épisode. est-ce que je suis très intéressé d'avoir ton avis sur cette schizophrénie potentielle des annonceurs qui, d'un côté, disent on veut plus de transparence et de l'autre qui donnent une grosse part de leur budget à des acteurs qui ne le sont pas forcément transparents. J'aime bien le terme schizophrénie. C'est Je te remercie. ton côté très diplomate. On peut dire aussi hypocrisie. Oui. Mais, et j'avais sachant même le mot que- masochisme, mais bon, j'ai pas voulu l'utiliser. C'est pour, très médical. Non, mais en tant qu'observateur, hein, je pense qu'on ne peut pas se passer. Il y a une fraude, certes, mais il y a une performance qui est réelle. On en parlait tout à l'heure en off. Même si 50% des audiences annoncées sont atteintes, ça convient à beaucoup d'annonceurs. On voit aussi se développer dans les contrats une marge d'erreur. Là aussi, donc voilà, j'ai parlé de contrat, vous avez parlé de responsabilité, ça s'organise et les contrats sont précieux parce que certes, on constate qu'il y a fraude, vous avez évoqué avec Romain tout à l'heure la responsabilité, qui sera responsable? Tous. Si ce n'est pas organisé contractuellement, toute la supply chain est potentiellement responsable. Donc le contrat devient un outil, pas de lutte contre la fraude, mais de prévention, d'aménagement des dommages que pourrait causer la fraude. Et en termes de dommages, c'est préjudiciable à tous. Ce n'est pas tant l'argent perdu pour l'annonceur, on a parlé de confiance, certes, mais c'est tout un écosystème qui en souffre, avec des risques un peu en effet boule de neige. Là-dessus, Alors- juste pour finir, est-ce qu'on n'est pas dans le syndrome quelqu'un qui télécharge un film sur Internet, il n'a pas l'impression de voler comme quelqu'un qui va piquer un DVD à la FNAC? C'est un peu ce syndrome-là, c'est du digital. Je ne suis pas dans le magasin à Bien sûr, tirer on des a DVD. des- l'immatériel. Voilà, donc, on est dans merci Michel. Je t'en prie. Et du coup, Non, mais, ouais. ça joue Mais beaucoup ce que- aussi. Hein. Ce que tu dis, Romain, c'est tellement vrai. Et bizarrement, psychologiquement, si cet utilisateur qui fraude à ce moment-là est en pyjama, il a le sentiment d'être encore moins captable, moins faux. en fraude. Si on est en journée, on constate qu'il y a plus de fraude la nuit qu'en journée. On a l'impression qu'on est plus dans une intimité invisible. Ah. Non. Bon, mesdames, Il est messieurs, question les aujourd'hui de fermes lever à l'anonymat sur Internet. Quand on est dans les pharmacliques, le cas que citait Ouais. Christophe, là on n'est plus dans Ah le bah cas là, du on est dans pyjama une qui est en train de organisation, là, télécharger c'est un fini. organe. Mesdames, Je messieurs les reprenais hackers, l'exemple. enfilez vos Ah oui. pyjamas, vous risquez moins de Non, mais problèmes. on sait très bien qu'il y a un très beau marché de la fraude de manière Tout à fait. générale, aux côtés du marché programmatique. Alors justement, pour parler de l'effet boule de neige dont tu parlais tout à l'heure, au-delà des annonceurs et des éditeurs, et ce sera ma dernière question, les utilisateurs sont aussi victimes de la fraude publicitaire. Sous quelle forme et comment les protéger? En très peu de mots, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Romain. Alors, ça, on finit par vraiment la source du problème. Pour faire de la fraude qui est scalable, c'est pas changer un salon de massage en Thaïlande pour mettre des téléphones dedans. C'est vraiment aller essayer d'infecter tous les terminaux de chacun des utilisateurs. Et pour faire ça, le meilleur vecteur, c'est utiliser la pub. Donc on utilise la pub pour aller injecter des malwares dans les terminaux des utilisateurs. Et donc on va aller là dans le building, il y a 300 personnes. Chacun a 2, 3, 4 terminaux. On peut aller verrouiller chacun et plusieurs fois des terminaux des utilisateurs. Et donc on utilise la pub et on va mettre des pubs qui vont vous dire que vous avez un mail, que vous avez gagné une BMW, Ou pardon des pour les marques. iPhones, beaucoup en ce Voilà, moment. beaucoup d'iPhone. Et donc, on clique et on a le malware et on devient victime, du coup, de système de fraude. Et on devient un farmer, un petit farmer. Et on va Sans générer des appels publicitaires vers des faux sites, en fait. Et on va y aller, enfin, le terminal va y aller sans qu'on sache. Donc, on est victime, évidemment, on est victime, juste pour protéger.
il y a des solutions technologiques, nous on n'en vend pas là-dessus, donc je suis assez à l'aise de le dire, qui permettent de contrôler il y a des solutions comme GeoEdge. Exactement, il y a GeoEdge, il y a tous les DSP qui ont leurs solutions en interne, et il y a surtout les publishers, encore une fois, je suis désolé pour les publishers, mais qui doivent mettre des iframes, c'est un code, qui doivent avoir un tuyau de diffusion blind de la publicité, pour ne pas laisser accès à la page depuis la publicité. C'est ça qui est important. Merci Romain. Christophe de chez Efinity. L'autre cas où l'utilisateur est victime, c'est le vol des données, le vol de son profil, le vol de tout ce qui va le concerner. Donc là, c'est clairement, la personne est complètement victime parce que tout ce qui la concerne va pouvoir partir. Donc ça, c'est clairement un autre cas où l'utilisateur final est concerné. Merci Christophe d'Efinity. Maintenant Christophe Digital Makers. Et alors évidemment, il y a un autre acteur qui peut être un acteur d'introduction pour voler justement ces données, c'est tout ce qui est les add-ons. Donc en l'occurrence, le principal, c'est les adblockers. D'accord ? Les adblockers sont pas pour tous, mais en une bonne partie, un cheval de Troie absolument formidable pour ou toutes les solutions de cashback, ou des outils de téléchargement de vidéos, ou de plugins sociaux. Bref, aujourd'hui, tout le CMS tel qu'il est proposé aujourd'hui au marché, peut être susceptible d'être corrompu à un moment donné et venir à expliquer ce que Romain et Christophe expliquaient, c'est-à-dire je vole de la donnée, je me fais passer pour ce que je ne suis pas, j'utilise ta donnée ailleurs parce que je sais que j'ai un ciblage particulier en mode programmatique. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, l'utilisateur, on a vraiment besoin de communiquer aussi pas mal auprès des utilisateurs sur les risques. Se protéger de la publicité, c'est peut-être... il y a 50% des jeunes qui le font aujourd'hui, moi je le vois assez fréquemment. On n'est pas le pays le pire, mais en revanche, c'est un vrai risque pour toute l'économie, puisqu'en fait, si la pub n'est pas là, c'est tout l'écosystème qui ne fonctionne pas. Donc bon, voilà. Merci Christophe. Romain, et on laissera le mot de la fin. Les freeware et compagnie, si c'est gratuit, c'est que vous êtes le produit. D'une manière, donc soit ils prennent la donnée, ils vont la rendre à quelqu'un d'autre, soit ils vous balancent, ils utilisent votre terminal pour appeler des pubs toute la nuit, toute la journée, tout le temps. Ça, exactement. Merci pour ces précisions, Romain. Merab ? Oui, donc je crois que tout a été dit par Christophe aussi tout à l'heure. Comment on se protège juridiquement ? Pour pouvoir se protéger juridiquement, il faut déjà savoir qu'on a été victime de fraude. L'une des problématiques que l'on rencontre quand on est utilisateur, c'est qu'on ne sait pas que nos données ont été usurpées. Ou quand on le saura, ce sera trop tard, et peut-être qu'on le saura d'ailleurs jamais, puisque l'objectif, ce n'est pas nécessairement de vous soutirer à vous de l'argent, c'est de porter atteinte au système même, au dispositif même du marché de la fraude. Donc vous êtes l'un des éléments, et notamment le point d'entrée en tant qu'utilisateur, pour fausser ce marché. En tant qu'utilisateur, on est souvent victime de phishing, ce qui est très problématique. C'est-à-dire que vous recevez ce qui semble apparaître une publicité de votre banque, de votre opérateur télécom. Vous cliquez, ou même d'un organisme public qui vous doit habituellement quelques redevances. Voilà. Bon, les impôts, c'est plutôt... Non, mais on va dire... les impôts. Non, mais on a les impôts qui vous remboursent parce que vous avez payé trop. Il y en a qui ont de la chance. Je ne te souhaite pas de recevoir ce type de phishing, parce qu'il paraît que c'est très bien fait. Voilà, et ça fait très mal. Et ça pose aussi des problèmes, parce qu'on sait aussi, pour parler de d'autres types de fraudes, si vous faites partie, si c'est l'inventaire qui a été hacké, ça signifie qu'il y a eu une violation des données des utilisateurs, en tout cas des personnes concernées, et donc il faut le notifier. Il faut le notifier à l'autorité de régulation, la CNIL, mais aussi aux personnes concernées dans certains cas. Et on a vu de nombreux acteurs être dans l'obligation de notifier ces violations de données aux utilisateurs pour leur dire vous avez été vous aussi victime de cette fraude, et personne ne veut ouvrir l'email parce qu'ils ont peur que ce soit du phishing. Ou sinon c'est une perte de clients potentiels aussi. Alors oui, côté opérateur, etc. Enfin ça s'est vu dans les compagnies de taxi, enfin VTC, etc. Où vous aviez promis que vous me donneriez le mot de la fin. Oui, donc je prends cette promesse. Je rappellerai quand même que faire de la publicité, c'est un droit. C'est noté, maître. Merci, madame, messieurs, pour ce débat très constructif et très vivant. Je voudrais faire une petite minute promo pour un fascicule qui m'a servi à préparer cette émission, à savoir le fascicule du CPA, qui veut dire, Christophe ? C'est le collectif de la performance et de l'acquisition.
Et donc, ce collectif a sorti il y a quelque temps ce fascicule autour de la fraude, où vous trouverez un certain nombre de réponses à vos questions, comme nous avons tenté de le faire ce matin, pour vous protéger, ou en tout cas avoir les bonnes méthodes pour lutter contre ce fléau. Madame, messieurs, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Et sortez couverts. Merci. Ainsi s'achève ce débat autour de la fraude publicitaire. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Lutter contre la fraude publicitaire, c'est avant tout, de la part des acteurs publicitaires, respecter les standards de diffusion sur l'ensemble des formats et des supports existants. 2. Seuls 41% des éditeurs dans le monde suivent la norme ADS.TXT, Authorized Digital Sellers. Norme permettant de renforcer la transparence entre les annonceurs et les éditeurs en matière de monétisation publicitaire. 3. Les sanctions monétaires seront sans doute à l'avenir les meilleures armes afin de lutter contre la fraude. Et ce, au niveau du marché, mais sans doute demain au niveau des États. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Bayer Media Développement et Ligatus pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias CB News, Redcard, le CPA, collectif de la performance et de l'acquisition, sans oublier notre partenaire opérationnel, SmileMounted. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.